Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Clément. Comment vas-tu? Hello, ça va bien, très bien même. Bonjour Nicolas, heureux d'être de nouveau sur le podcast. Tout à fait, ça faisait déjà un certain temps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'enregistrer. Cette fois-ci, on fait la suite de l'épisode précédent. On avait parlé des Credit Access pour Azure la dernière fois, qui est quand même un très gros morceau parce qu'il y a énormément de recherches qui sont effectuées puis il y a énormément de choses qui existent. AWS et GCP, malheureusement, n'ont pas ce degré d'amour-là des chercheurs pour le moment, mais ils en ont quand même un peu pour justement évaluer certaines choses. Fait qu'on leur dédie un épisode dans ce cas-ci à ces deux-là, AWS et GCP, justement, pour aller plus loin. En même temps, ils ont un tronc commun, ce qui est très intéressant. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Absolument, comme tu l'as dit, beaucoup de recherches sur Azure AD maintenant, Entra ID, sur des abus, des évasions de privilèges et autres. On se rend compte qu'on a les deux petits frères AWS, bon, il y a de la recherche comme qui est faite, pas mal, beaucoup de publications encore, mais GCP, on est vraiment sur le petit frère mal aimé, on dira, celui à qui on donne pas trop d'intérêt. Il y a encore beaucoup de recherches, je pense, à faire dessus, beaucoup d'efforts qui peuvent être mis. Donc aujourd'hui, on va adresser les deux. Comme tu as dit aussi, il y a beaucoup de troncs communs. On va parler de stockage, on va parler de services comme KMS pour la gestion des clés, de Secret Manager pour la gestion des secrets. Ça, c'est des services qui sont à la fois disponibles chez GCP et AWS, qui portent le même nom, ou très similaires. On va parler aussi de Compute Instance, de Metadata API. Pareil, ce sont des services et des API qui sont disponibles en fait dans les deux. Et puis après, on va parler de services un peu plus spécifiques ou alors qui ont des noms différents pour un peu complexifier la chose. En clair, c'est la même chose, mais ils portent des noms différents. Donc, on va démarrer, je pense, par GCP. On va démarrer en expliquant deux choses. La première chose, c'est, on l'a expliqué la dernière fois, pour accéder à des credentials, il y a un peu deux manières. Il y a soit on a accès à un device, un laptop par exemple, qu'on a compromis, ou une workstation ou un serveur. Donc on est en local. On va aller chercher du coup des identifiants locaux, spécifiques à notre environnement cloud qu'on cible. Soit on compromet où on a accès à l'environnement cloud lui-même, donc aux ressources cloud finalement. Et dans ces cas-là, on va aller justement abuser en fin de compte de services comme des instances EC2, des storage buckets pour récupérer des credentials. Donc on va commencer par les devices, par l'accès local. Dans GCP comme dans AWS, en fin de compte, on a la présence en fait de tokens, d'access tokens, ou dans GCP on va appeler ça aussi des service accounts, donc des clés d'accès pour des service accounts, au sein de fichiers locaux. Donc, si on prend l'exemple de GCP, quand vous utilisez en fin de compte la commande gcloud, donc qui est la CLI un peu unique là pour accéder en ligne de commande à votre environnement GCP, vous allez en fait par définition stocker des credentials. Les credentials, dans le cas de GCP, en général, ils sont stockés dans une base de données qui est une base de données SQLite, et en fin de compte, on va avoir une ligne par account. Donc, cette base de données, malheureusement, elle est accessible si vous compromettez le device en tant que user et que le user a utilisé gcloud, par exemple, en CLI, vous avez accès, en fait, tout simplement en lecture. Vous pouvez tout simplement copier aussi, il y a un folder qui s'appelle, par exemple, sur un système Linux, dans le Home Directory du user, vous avez deux folders, un qui s'appelle .config, avec un folder gcloud. Donc, si on copie le folder gcloud, on peut directement le réutiliser sur notre instance à nous, par exemple, sur notre Linux. Vous avez aussi des fichiers qui s'appellent credential.json, dans lesquels vous avez des JSON qui sont une représentation finalement des credentials de l'utilisateur. C'est un peu la même logique sur AWS. Sur AWS, si vous compromettez un serveur Linux, par exemple, qui a, je sais pas, par exemple, des workloads sur un environnement AWS, il va aussi utiliser potentiellement de la CLI ou du SDK. Dans ces cas-là, dans l'exemple d'un Linux, je prends, vous avez pareil dans le Home Directory un folder qui s'appelle .aws, et vous avez à cet endroit-là le /credentials. C'est un fichier pareil dans lequel vous avez vos différents profils AWS. Donc vous pouvez mettre à la fois plusieurs profils avec des noms différents. Vous allez pouvoir réutiliser quand vous utilisez par exemple la commande la CLI AWS. Souvent vous pouvez mettre AWS -- profil, puis vous mettez le nom du profil que vous utilisez. Ça vous permet dans ce fichier en fait credentials AWS d'avoir plusieurs profils et de pouvoir switcher comme ça de profil en profil. Donc évidemment, c'est un souci, puisque si on a des credentials qui sont en local et qu'on compromet
un device, un laptop ou autre qui a ce genre de fichier en local, on aura accès avec les credentials de l'utilisateur ou les credentials qui sont présents. Vous avez un outil qui est fait en C#. Vous en avez plusieurs évidemment, vous en avez en Python, en PowerShell, un peu tout. Vous en avez en C# qui s'appelle Sharp Cloud. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents ou dans l'épisode de Azure dont j'en reparle, qui vous permet justement d'aller faire de la vérification, d'aller récupérer tous ces credentials en local et les obtenir. Sharp Cloud, il va couvrir AWS, Azure et GCP. C'est vraiment l'outil à utiliser. Si on prend l'exemple pur de AWS, quand on utilise du GCP, on utilise soit pour s'identifier un username et un mot de passe classique, mais majoritairement dans GCP, on va utiliser ce qu'on appelle un service account, un compte de service finalement. Les service accounts, on verra un peu leur utilisation par la suite et leurs abus. Mais si on prend l'exemple de AWS, juste un service account dans GCP, c'est un access token, vous allez avoir, et rien de plus. C'est du OAuth derrière, avec des scopes et autres. Si on prend l'exemple de AWS, on a des access tokens aussi. Mais on a deux types un peu d'access tokens. On appelle ça des access keys, en fait, dans AWS, mais c'est la même chose. On a ce qu'on appelle des credentials. Ils appellent ça long term. Donc, c'est ont une vie plutôt longue. C'est les credentials, par exemple, que vous allez créer quand vous avez un user et que vous décidez de dire, ce user-là, par exemple, je veux qu'il ait un accès en CLI. Donc, je veux pas uniquement qu'il ait l'accès à la console AWS, username, password. Je veux qu'il puisse aussi utiliser la CLI AWS ou des outils, par exemple. Dans ces cas-là, vous allez lui créer, en général, un credentials long term. Ces credentials, c'est ce qui, en fin de compte, elles commencent en général par AKIA. Donc, c'est les 4 lettres vraiment qui déterminent que c'est un long term. En général, c'est très regardé justement dans des repos GitHub. On va checker les repos GitHub, voir s'il n'y a pas des strings qui commencent par AKIA, pour voir s'il n'y a pas justement une access key avec un secret key qui est disponible. En général, vous avez votre access key qui commence par AKIA, qui est un peu l'ID, le username finalement. Et après, vous avez votre access secret key, qui est un peu le mot de passe. C'est une chaîne de caractères de 40 caractères. Et voilà. Ça, c'est pour les long live, on va dire, ceux qui ont une longue vie. Dans AWS, vous avez un deuxième type de credentials qui s'appelle les short term. Du coup, vu qu'on a les long term, on a les short term, ou les temporary credentials, donc les credentials en fin de compte qui sont temporaires. Ça, vous ne les créez pas vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas les créer par exemple pour un user. Le user, lui, il a son access key AKIA long term. Ces short-term credentials ou temporaires, ils vont être créés notamment très souvent quand vous utilisez par exemple une fonction lambda. La fonction lambda, on ne va pas lui assigner un long-term credentials qui va être unique, qui ne va pas bouger. Ce qu'on veut, c'est que quand elle a besoin de faire une requête, par exemple, pour accéder à du KMS sur des secrets ou pour aller lire dans un storage, dans un S3 bucket, on veut que la fonction lambda, en fin de compte, elle ait uniquement des permissions définies avec un access token qui est une expiration. C'est pour ça qu'on utilise des credentials temporaires. Ces credentials, au lieu de commencer par AKIA, ils commencent par ASIA. Donc pareil, on peut aussi checker dans des repos GitHub éventuellement s'il y a de la présence de ces credentials-là. En général, c'est intéressant, mais par contre, ils ont une durée de vie. Donc, rien ne nous dit que si on trouve dans un repo GitHub et qu'on veut les réutiliser, par exemple, pour s'identifier, ils sont toujours valables. Ces short-term credentials, ils sont un peu différents. Ils ont, pareil, 20 caractères, commençant par ASIA. Ils ont une secret key aussi, mais ils ont en plus ce qu'on appelle une session token. C'est-à-dire, c'est un token de session et qui est du base 64 finalement, et c'est assez long. Donc ils ont un peu trois niveaux. Ils ont le username password plus comme un cookie, on dira. C'est un peu ça la logique. Et ils sont utilisés notamment, surtout dans les fonctions lambda, dans des services AWS. Mais il arrive souvent que des utilisateurs, des développeurs, par exemple, l'utilisent en local. Par exemple, récupèrent dans la fonction lambda les credentials de la fonction lambda, donc les short-term credentials, et se disent, en fait, je veux tester ma fonction lambda, je veux tester que ça fonctionne bien, je veux tester qu'elle a bien accès au stockage, je veux tester que j'ai pas envie de faire un run de ma fonction lambda, d'aller voir les outputs du debug, je veux le faire moi-même, utiliser les credentials, voir que les credentials fonctionnent correctement et que tout est correct. Donc, ça arrive souvent que on voit des fichiers locaux là, qui sont présents dans le AWS Credentials, dans le fichier, qu'on voit en fin de compte des profils qui sont setés comme ça avec des temporary credentials. Ça arrive parce qu'on peut en fait
comme un access key dans AWS, on peut utiliser ces temporary credentials dans le fichier AWS credential. On a juste à renseigner 3 champs au lieu de 2. Au lieu de renseigner que l'access key et secret key, on renseigne access key, secret key et session token. Et on peut l'utiliser. Évidemment, par contre, il y a un moment donné où, quand on va l'utiliser pour se connecter, on va nous dire il est plus valable parce que il est short term. Donc ça, c'est pour un peu les choses locales. C'est-à-dire, on est sur un compte, on a compromis, qu'est-ce qu'on peut aller checker, qu'est-ce qu'on peut aller regarder. Si on repart sur du GCP maintenant et AWS, mais on va se focus un peu GCP, on va regarder un peu ce qui est cloud spécifique, on va dire, c'est-à-dire des services sur lesquels on peut attaquer pour aller chercher du credentials. Donc, on est vraiment à la fin du cycle vie de l'attaque, fin de la chaîne de compromission un peu. Là, on accède à des credentials. C'est aussi une chaîne qui se répète, donc peut-être qu'on va accéder à des credentials pour élever nos privilèges, pour persister. Donc on est à la fin, oui, mais peut-être la fin d'une phase. Hein. Donc la première chose qui nous vient à l'esprit, forcément, c'est la plus classique, c'est tout ce qui est compute instance, notamment dans AWS, c'est les EC2, et dans GCP, c'est compute instance. C'est en fin de compte les VM. Une VM dans le cloud, en fin de compte, c'est rien de plus qu'une VM sur un hyperviseur classique ou qu'un laptop. Donc, les exemples sont assez classiques. Il y a des choses spécifiques, mais si on prend l'exemple d'une VM classique, on peut aller récupérer des credentials de manière classique. Là, c'est vraiment credential access sur une VM ou sur un serveur, dumper du LSAS sur du système Windows, récupérer des credentials en mémoire, récupérer le ETC Shadow sur un environnement Linux, et ainsi de suite. C'est des choses très classiques, là. Là où c'est intéressant, par contre, c'est par exemple si on a un environnement Active Directory qui est déployé dans le cloud avec un domaine contrôleur. Une des attaques qu'on a vues et qui est assez intéressante, c'est de faire comme une copie en fin de compte de ce qu'on appelle la base NTDS. Donc la base NTDS sur un environnement, sur un domaine contrôleur, c'est un peu la base de données qui va stocker les hashes et les identifiants d'un domaine Windows. Donc l'idée en fin de compte, c'est de se dire, si on a un DC qui est dans le cloud, peut-être que c'est intéressant qu'il y a deux techniques. Soit on va directement, on se connecte sur la VM, on a des droits, on arrive à dumper la NTDS, bon. Soit il y a plus intéressant. Vu que c'est de la VM, vu que c'est dans du cloud, ça utilise un disque. Le disque en général, il est un peu géré à part, hein, c'est du stock, vu comme du stockage. Donc ça peut être intéressant potentiellement de copier le disque, en fait, pour aller, en fin de compte, tout simplement le déployer sur une VM sur laquelle on a, nous, des privilèges dans notre propre compte AWS. Soit un peu plus malsain, mais de mettre le disque public. Donc évidemment, ça nécessite des privilèges bien précis. C'est quand même assez violent, ce genre d'approche-là. C'est pas recommandé quand on fait du ethical hacking, il y a le terme ethical, là on n'est pas trop éthique. On ne sait pas qui va récupérer le disque entre-temps. Mais c'est un peu l'idée, on a vu ça dans des compromissions dans AWS, où les attaquants finalement mettaient le disque en public, se connectaient à leur propre compte AWS ou GCP, ils bootaient une nouvelle compute instance, un nouvel EC2, et puis en fin de compte ils utilisaient le disque public. Et après ils faisaient tout leur truc, ils prenaient leur temps, en fin de compte, tout simplement, ils prenaient leur temps, parce que c'est toute l'idée en fin de compte du temps, c'est qu'ils prenaient leur temps après pour aller récupérer la base NTDS et autres. Oui, mais ça, pour préciser, on est vraiment dans un contexte où on n'utilise pas un intra à côté dans un autre instance, dans l'instance Azure, dans ce cas-ci, mais on est vraiment décidé pour des raisons obscures. Puis moi, je défavorise énormément cette approche-là de prendre un AD interne et de le mettre dans le nuage comme étant juste une VM qu'on fait. Là. Moi, j'aime pas ça. Là, quand on m'arrête des scénarios comme ça, là, j'ai le poil qui me dresse sur les bras. Là, justement parce que c'est ce genre d'attaque-là que tu mentionnes est très à risque. Puis les jeunes, en tout cas, à mon sens, de mon expérience jusqu'à présent, ne maîtrisent pas les éléments nécessaires à protéger les clés du coffre. Parce que là, c'est justement, tu voles ce fichier-là, tu voles l'ensemble des accès. Là. Et puis, c'est de se dire, si déjà ta détection et ta réponse est peut-être défaillante en interne, réellement, est-ce que dans le cloud, tu seras en mesure de détecter que tu as un disque qui est mis public, est-ce que tu as un disque qui a été dump, est-ce que tu as un snapshot qui a été fait, c'est à quel moment et c'est quoi ton niveau de détection dans le cloud, tu vois. Et c'est plus ça en fait qui pallie. C'est pour ça que les attaquants aussi s'y intéressent au cloud, parce qu'on se rend compte que le niveau de détection est peut-être inférieur à des environnements on-premise. Le niveau de maturité en fait en cybersécurité, peut-être des entreprises qui migrent. Heureusement qu'il y a un peu un secure by design sur pas mal de features, mais en fait quand tu mets un domaine comme ça ou un AD dans le cloud,
pour moi, tu vas te créer plus de problèmes qu'autre chose, en effet. L'autre point qui est intéressant, toujours au niveau un peu des, je dirais, des instances EC2, on est dans GCP, donc on va appeler ça des compute instances. On a ce qu'on appelle la metadata API. Donc la metadata API, on va en reparler dans AWS, mais c'est similairement la même chose. C'est une IP non routable, c'est la fameuse 169.254, 169.254, qui est accessible. L'exemple typique, c'est depuis une compute instance sur GCP ou une EC2, et sur laquelle en fait on va aller pouvoir request des tokens spécifiques, qui sont en fait des tokens qui représentent en fait tout simplement l'identité en fait de la VM. La VM, peut-être qu'elle doit aller sur un storage, peut-être qu'elle doit aller dans du key vault, peut-être qu'elle doit faire des actions derrière sur une base de données, et il lui faut des droits. Donc on lui donne une identité, donc on lui donne un token, et la VM y accède elle-même de manière autonome via la metadata API. Donc c'est une metadata qui est, si on prend l'exemple de GCP, on la retrouve aussi dans des services comme App Engine. App Engine, ça permet de déployer un peu des applications de manière plus rapide. Si on prend un peu l'idée, si on compare AWS et GCP, voilà, c'est Compute Instance et EC2. Donc, par défaut, en fait, ce qui se passe dans GCP, c'est que la metadata API, on va aller chercher donc un token qui est lié au service account. Donc, le Compute Instance dans GCP va rouler en fait avec un service account, donc un compte de service, qui aura des droits, des permissions spécifiques. Par défaut, quand on aura une Compute Instance dans GCP, il va avoir le rôle éditeur au niveau du projet. C'est des rôles qui sont assez élevés. Il y a un scope qui est défini, qui est restreint, certes. Donc en général, ce qu'on recommande, c'est de faire du rôle custom un peu pour un service account dans GCP. Mais quand on prend par défaut un service account, on rend compte pourquoi c'est intéressant, pourquoi les attaquants s'y intéressent, parce que par défaut, les services account n'ont pas de MFA. Et par défaut, en fait, aussi, le service account, en fait, ils expirent pas. C'est-à-dire que si on compromet un service account, par exemple, on doit le supprimer, mais par défaut, dans GCP, c'est un truc qui m'avait toujours choqué, il n'y a pas d'expiration avant de compte d'écrire une chose. Donc, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on met des tokens, c'est-à-dire qu'en fait, quand on met, par exemple, un service account sur une compute instance dans GCP, quand on va via cette metadata API demander un token en tant que le service account, on va récupérer le token aura une durée de vie pour service account. Ça, c'est correct. Le token a une durée de vie, c'est pour la compute instance, pour qu'elle effectue une action de manière ponctuelle. Par contre, si on récupère la key, enfin la clé vraiment du service account, là, on n'a pas de MFA et ça expire pas. Donc, c'est une autre compromission. Mais si on prend que seulement la metadata API, c'est un peu la même logique pour AWS. On peut aller chercher une access token qui aura une durée de vie limitée. Ce credential-là, évidemment, il aura en fait compte la durée de vie qui est attribuée au service account dans GCP ou à l'access token dans AWS, et il aura des permissions restreintes. Dans GCP, le service account, on l'a dit, il aura des permissions, des rôles bien spécifiques. Et dans AWS, il aura pareil, le access token, il aura des permissions, des rôles bien spécifiques sur un scope spécifique. Donc ça, c'est via la metadata API. C'est des choses qui sont vraiment documentées. On parle de choses pas documentées, ça c'est très bien documenté, c'est partout. La metadata API dans GCP, on peut aussi l'utiliser et l'abuser sur du App Engine, puis sur d'autres services, mais c'est vraiment les plus connus. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle du Application Default Credentials. Les Application Default Credentials dans GCP, on est toujours dans GCP, hein. Les Application Default Credentials dans GCP, c'est pour être utilisé par une application dans GCP ou par des développeurs. Et en fait, ça permet en fin de compte de donner comme 3 éléments où on va aller pouvoir récupérer en fait pour des développeurs, en fait, on va aller pouvoir récupérer les credentials à 3 éléments différents. Donc, quand on utilise par exemple le SDK GCP pour développer par exemple un code, on développe une nouvelle application GCP, on utilise le SDK GCP, on va pouvoir en fin de compte utiliser ce qu'on appelle des Application Default Credentials, et l'application va pouvoir aller chercher ces credentials à 3 endroits différents. Donc, pour un attaquant, c'est aussi 3 endroits à regarder. Donc déjà, le premier endroit où c'est un peu un ordre, tu sais, 1, 2, 3, et ça va le faire par ordre toujours 1, 2, 3. Donc l'application, par défaut, elle va aller checker dans son source code. Dans son source code lui-même, en fait, les développeurs, ils peuvent choisir de
mettre un point statique. En fin de compte, en général, on va mettre un point statique vers un fichier où il y a la clé du service account. Donc, bien et pas bien, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la clé du service account, elle n'expire pas et elle n'a pas de MFA. Donc, le problème que ça crée, c'est que c'est pas un token, c'est pas en fait un token pour le service account, c'est la clé du service account. C'est vraiment le mot de passe du service account, quoi. Et en fait, ce que les développeurs font parfois, c'est qu'ils mettent en fin de compte un fichier. Donc, tu as l'application qui run, par exemple, sur une instance, puis tu as un fichier JSON, là, avec la service account key, avec la clé qui est disponible, je sais pas moi, dans /home ou dans /root, tu vois, et il y a un chmod qui est fait, enfin c'est bien, mais n'empêche que c'est un peu trop large, c'est-à-dire que c'est un peu trop des gros privilèges, on donne la clé du service account directement. Donc, soit le code, l'application, elle va checker dans le source code, elle va voir s'il y a un fichier qui est référé pour aller chercher le service account key, la clé du service account. Soit il y a une variable d'environnement, la même chose, mais un peu mieux, parce que, bon, si on a accès au code, c'est une chose, mais il faut accéder aux variables d'environnement, c'est encore autre chose. Soit c'est une variable d'environnement qui s'appelle Google Application Credentials, bon, pas très compliqué non plus, sur lequel on a, pareil, un chemin qui est décrit, en fait, dans la variable d'environnement, qui est le chemin d'accès pour la clé du service account. Donc pareil, très large. Soit la troisième, il n'y en a aucun des deux donc qui est proposé à l'application. Et l'application, en fin de compte, elle va utiliser ce qu'on a vu juste avant, en fin de compte. Elle va utiliser un token et elle va appeler la metadata API. Donc, c'est-à-dire que l'application, si elle est déployée par exemple sur un serveur, elle va appeler la metadata API au niveau du serveur et elle va utiliser la metadata API pour récupérer un token, un short-lived token pour GCP. Donc là, ça va être mieux. Évidemment, pour un attaquant, comme je l'ai dit, il est plus souhaitable de trouver le fichier JSON qui contient les informations, la clé en fait d'identification du service account, que de s'appuyer sur le token qui est un token OAuth, qui aura potentiellement, vu que c'est du OAuth, il aura un scope qui est défini, qui est restreint, puis il aura une durée de vie et une période d'expiration. Un peu pour l'idée. Ça, c'est purement vraiment les applications default credentials, c'est vraiment purement GCP. Si on continue dans GCP, on a aussi les trucs un peu classiques, mais ça, je dis on continue sur GCP, malheureusement, mais c'est un point qui est hybride GCP et AWS. Puis on va vite l'éliminer parce que c'est vraiment pas à faire. C'est tout ce qui est storage bucket et AWS S3 storage. Il arrive de moins en moins, et ça devient de plus en plus rare, qu'on stocke en fin de compte des secrets, des credentials sur du storage bucket. Dans GCP, on appelle ça storage bucket, dans AWS, c'est du S3. Il arrive qu'on peut voir des mots de passe en clair, des secrets, des clés, des certificats. C'est intéressant. Ce qu'on voit souvent, c'est des certificats, par exemple. Et en général, on se dit, on va récupérer le certificat. Bon, mauvaise idée. Si l'attaquant le récupère aussi, il a accès à des credentials, il peut utiliser le certificat de manière illégitime et malveillante, forcément. Mais je passe rapidement parce que c'est vraiment un exemple un peu trop, je dirais, comme basic et qu'on voit de moins en moins. Et heureusement d'ailleurs, parce que on en vient, dans GCP comme dans AWS, on a des services prévus pour gérer les certificats, pour gérer les clés, pour gérer les secrets. Donc autant utiliser ces services. Mais bon, après c'est aussi une question peut-être de facture, de prix, de billing, bref, de est-ce qu'on maîtrise notre environnement, est-ce qu'on va pas faire ça au plus simple, ça fonctionne, c'est parfait. Ouais, bon. Donc dans GCP on a deux services, on a KMS et on a Secret Manager. On a les mêmes dans AWS, by the way, et puis c'est exactement les mêmes noms. Donc, bon, c'est la même logique en soi. Donc, je parle de GCP depuis tout à l'heure, mais finalement, c'est très très similaire. Donc, KMS dans GCP, comme dans AWS, c'est pour la gestion majoritairement en général des clés publiques, clés privées. C'est un équivalent d'un HSM, enfin c'est du HSM un peu, mais dans le cloud. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va stocker nos clés là-bas et qu'on va aller lire nos clés privées quand on en a besoin à des moments précis, avec des services précis. L'idée aussi, c'est de se dire qu'une fois qu'on stocke une clé privée dans KMS, on n'a pas moyen on a moyen de l'utiliser, mais on n'a plus moyen de la consulter. Seulement GCP connaît ta clé privée et seulement GCP, entre guillemets, serait en mesure de l'extraire et de l'exporter. C'est le but pur du KMS en fin de compte. Et toi, en tant qu'attaquant, le KMS va que très peu t'intéresser. En fait, il peut t'intéresser donc ton KMS si tu veux. Imaginons qu'une clé soit utilisée en KMS pour, par exemple, chiffrer un stockage. Dans GCP, tu as ton storage bucket,
des fichiers de config, par exemple, et tu les as chiffrés avec une clé privée dans KMS. Très bien, parfait. Bah, toi, en fin de compte, en tant qu'attaquant, tu vas pas aller récupérer, en fait, extraire ta clé privée, tu peux pas. Donc, ton seule utilisation que tu vas faire de KMS, c'est de se dire, il faut que j'utilise KMS pour déchiffrer, en fin de compte, pour identifier c'est quelle clé qui a été utilisée pour chiffrer le storage bucket, pour déchiffrer le storage bucket. Mais du coup, là, c'est plus, tu vois, vraiment du credential access, c'est plus de l'utilisation. Donc, KMS, pour AWS comme pour GCP, c'est la même logique. Seulement, les cloud providers connaissent la clé privée. Toi, en tant qu'attaquant, tu vas très peu le regarder, ou tu vas le regarder pour aller déchiffrer un secret à un moment donné. Mais c'est pas vraiment du credential access. Si tu veux vraiment accéder à des credentials dans AWS comme dans GCP, c'est Secret Manager ou Secret Manager. Je crois qu'il y en a un qui a mis un S et l'autre non. Bon. Et Secret Manager, en fin de compte, c'est tout simplement un service qui va gérer en fait, qui va gérer et stocker tes clés, tes access secrets dans des strings. Donc il peut à la fois stocker des clés privées, comme le fait KMS, mais par contre tu leur auras accès en lecture à ce moment-là, évidemment moyennant que tu aies des privilèges, soit il va te stocker des secrets, des passwords. Dans GCP, il stocke ça de manière différente, soit en forme de strings, soit ce qu'on appelle des binary blobs, donc sous forme de fichiers binaires. Avec les permissions évidemment appropriées, tu vas pouvoir accéder à ces secrets. C'est vraiment ce truc que tu vas aller un peu regarder et un peu checker une fois que tu as pas mal de permissions dans un environnement cloud GCP ou AWS, c'est le service Secret Manager. C'est un service qui est clairement sensible. C'est un service qu'on va aussi recommander pour la gestion des secrets. C'est ton key vault en fin de compte, c'est ton key pass dans le cloud. Dans GCP, par exemple, si on prend les permissions du Secret Manager, et c'est là où je trouve ça un peu problématique, c'est que les permissions pour un Secret Manager, tu le mets soit sur le secret lui-même, c'est-à-dire que tu crées un secret pour, moi je sais pas, par exemple, le mot de passe de la base de données, tu vois, bah tu le mets dans le Secret Manager, soit tu mets les permissions au niveau du secret lui-même, et dans ce cas de figure-là, c'est très restreint, ce qui est très bien, très granulaire, soit tu mets les secrets au niveau du projet, enfin tu mets les permissions au niveau du projet. Et là, c'est très large. C'est-à-dire que n'importe quel secret qui est créé dans le projet, bah, tu auras accès en fonction de tes permissions. Imaginons que tu as accès des permissions dans GCP qui permettent d'aller lire les secrets, bah, tu auras accès à tous les secrets dans le projet. Un peu trop gros, tu vois. Donc ça, c'est une gestion après des permissions à faire, c'est de l'IAM, c'est autre. Dans AWS, ça va être la même chose, même logique, Secret Manager, mais la permission va être un peu plus granulaire. Enfin, je la trouve un peu plus granulaire et meilleure. Dans AWS, ça s'appelle Secret Manager, et les permissions, c'est Secret Manager Get Secret Value, où tu vas aller être en mesure d'aller lire en fait la valeur du secret. Donc comme on le voit, il y a carrément une permission qui est définie, un call d'API bien défini, contrairement à KMS où t'as pas les droits d'aller lire tes valeurs. Donc pour GCP, ça c'était la partie KMS Secret Manager. On a aussi une partie intéressante dans GCP pour aller accéder à des credentials. On a ce qu'on appelle App Engine. App Engine, on l'a vu tout à l'heure un peu, c'est la manière de créer des applications de manière rapide c'est un peu, en fait, c'est du serverless application. Si tu vas créer des applications serverless, c'est pas comme une fonction, c'est vraiment une application. Il y aura une web page et autre machin, mais ça permet de faire ça rapidement. Tu peux définir ton environnement, ton langage préféré et autres. App Engine, en fin de compte, ils utilisent ce qu'on appelle du memcache, du memory cache. Donc ça peut se dire memcache, memcache, bref. Et en clair, c'est une manière, en fin de compte, de stocker tout simplement, en fin de compte, tes données. C'est comme une database, mais dans la RAM, finalement. Tu vas stocker, en fin de compte, tes données dans la RAM. L'objectif, c'est que tu vas y accéder de manière dynamique, très rapide. Ça permet de cacher de la donnée assez rapidement et d'y accéder très rapidement. Et App Engine utilise ce processus-là, en fait, pour permettre justement quelque chose de très dynamique, très rapide. App Engine, du coup, quand tu vas utiliser ces mêmes caches, en fin de compte, dans GCP, si tu as les permissions qu'il faut, permission c'est App Engine, memcache, get key, en fait, donc le nom de la permission est assez parlante, tu vas pouvoir aller récupérer directement, en fait, les clés, et ça utilise un service account. Donc, GCP, c'est pas très compliqué, c'est toujours des service account. Toujours des service account. Tu vas avoir, soit tu veux utiliser la key, soit tu veux utiliser un token du service account avec un scope. Dans le cas où tu fais cet appel, en fait, dans App Engine, tu vas récupérer un token
qui va être scopé justement à ton application avec des permissions et un scope bien défini. C'est du OAuth toujours derrière. Donc, le token OAuth sera défini sur un scope restreint avec une expiration. Mais c'est une des techniques de Credential Access qui est utilisée puis qu'on peut voir dans du App Engine. Par exemple, si tu as déployé un App Engine avec une vulnérabilité, imaginons tu peux aller exécuter des commandes système, bah, tu pourras aller potentiellement récupérer via l'application, comme quand tu exploites une SSRF ou une OS command execution sur un système via cet App Engine. L'autre service dont on va parler, puis un peu le dernier qu'on va target dans GCP, c'est ce qu'on appelle Cloud Run. Cloud Run, si on prend l'exemple dans AWS, c'est Fargate dans AWS, et dans Azure, c'est Container Apps. C'est genre en clair, comme App Engine, mais via des containers, en fait. Et là, c'est un peu différent. Là, en fait, ce que tu vas faire, c'est de modifier en fin de compte l'image qui est lancée en fait dans ton conteneur pour aller voler de l'information. Donc c'est un peu comme un man in the middle où tu vas mettre ta propre image dans ton Cloud Run pour voler de l'information. Par exemple, tu prends l'exemple d'une application web qui expose une page d'authentification. Potentiellement, toi, ce qui t'intéressera en tant qu'attaquant, c'est de récupérer les identifiants, les credentials de la login page quand le user il les envoie. Donc en fait, toi, tout ce que tu vas aller faire finalement, c'est modifier en fait ton image qui est déployée dans ton conteneur et finalement ça va créer une application derrière, une application web, on s'entend par exemple. Tu vas modifier en fait l'image pour aller modifier la page, la login page, pour que ces credentials de ces users, quand les users l'envoient au moment du login, tu les récupères. Là, on est sur du credential access, mais un peu plus poussé, je dirais, parce qu'il faut avoir beaucoup de privilèges, il faut aller avoir la capacité d'aller accéder au service Cloud Run, d'aller modifier l'image, de repousser une nouvelle image. Parfois, on se rend compte qu'on a des privilèges, par exemple, pour aller lire l'image, modifier l'image, mais t'es pas en mesure de la repousser. Ça ne sert à rien, en fait. Tu vas avoir modifié, créer une nouvelle version, mais si tu peux pas pousser ta version, t'as pas les permissions, tu vas t'arrêter là. Mais c'est l'idée. Donc, Cloud Run, c'est un des chemins un peu connus pour du credential access. Là, par contre, on va accéder à des credentials, si on prend l'exemple de la login page, d'utilisateurs, en fait, qui se log. Ça, c'est la partie un peu GCP. Je trouve que c'est une partie qui est intéressante, mais qui est beaucoup moins fournie que peuvent être les autres. Et puis, on se rend compte que par rapport à du Azure, on a quand même beaucoup moins de recherche. Donc, à tous les personnes qui nous écoutent, qui veulent faire un peu de recherche et d'abus de services dans GCP, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à regarder. On va passer un peu à du AWS. On a parlé tout à l'heure dans AWS des différents credentials et des identifiants, les long term, les short term. Dans AWS, on appelle ça des access tokens. Dans GCP, on parlait beaucoup de service account key et service account token. Là, dans AWS, on parle de access key ou access token. Mais c'est la même chose. C'est une clé et un mot de passe très long qui est la secret key. Donc, si on prend l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, on a la même chose. On a des instances EC2 qui sont des VM sur lesquelles on peut accéder ce qu'on appelle la Metadata Service API 169.254, 169.254, dans laquelle on peut à ce moment-là récupérer la même chose, l'access key en fait de la VM. Ça, c'est la même chose, c'est à peu près pareil. Si on prend l'exemple du serverless par contre, dans AWS, c'est les fonctions lambda, ça fonctionne un peu différemment. Les fonctions lambda, ça va pas utiliser en fin de compte une access key de la même manière. On l'a expliqué tout à l'heure, déjà ça va utiliser une access key mais qui est une short term, qui commence par ASIA. Parce que la fonction lambda, il faut qu'elle ait accès à ses identifiants et accès à access key à un certain moment pour faire une opération précise et c'est tout. Donc en fait, ce que fait AWS pour les fonctions lambda, c'est qu'il stocke en fait ces short-term credentials dans des variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est /etc environnement, /proc environnement, ça dépend. Donc si on prend cet exemple de la fonction lambda, en fait, en tant qu'attaquant, on va en général exploiter une vulnérabilité. Donc la fonction lambda, elle va être exposée par exemple publiquement. C'est du code Python. On se dit une fonction lambda, du coup c'est AWS qui eux-mêmes vont gérer en fait la fonction lambda. Nous, ce qu'on fait en général dans AWS pour la configurer, c'est qu'on va lui attribuer un rôle qui va équivaloir à un niveau de permission. Et en attribuant ce rôle à la fonction lambda, en fait, quand on va lui voler son access key à la fonction lambda,
en fait, on va obtenir les droits qu'à ce rôle-là. Et ça va être limité à ce rôle-là. Donc, par exemple, une fonction lambda exposée en externe, on a une vulnérabilité web. Par exemple, très souvent, l'exemple qui est pris, c'est la SSRF, la Server Side Request Forgery, ou une exécution de code sur le système. On va être en mesure d'aller lire, en fait, avec une exécution de code, par exemple OS Command Injection, on va être en mesure de lire, en fait, les variables d'environnement de la fonction lambda. Et si on peut lire les variables d'environnement, on peut request une temporary credentials, donc une short-term access key qui commence par ASIA. Et à ce moment-là, en fait, on va récupérer le credentials et à ce moment-là, on va l'utiliser comme un attaquant en créant un nouveau profil dans notre fichier AWS credentials en mettant les 3 lignes ASIA, secret key et notre session token. Après, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait compromis une fonction lambda, elle est vulnérable, les devs ne se sont pas rendus compte, on a récupéré un access key temporaire, il va être là, il faudrait que je vérifie, mais je sais plus, mais quelques heures, mais il y a un moment donné, si les devs ils patchent notre fonction lambda, faut vite qu'on persiste avant qu'avec cette clé-là, avec cet access key, avec les privilèges qu'elle a. Donc l'access key dans AWS, elle aura pour les fonctions lambda un rôle défini. Et en fonction du rôle qu'on aura, on aura plus ou moins de permissions, on pourra faire plus ou moins de choses, de mouvements latéraux, de persistance et autres. Donc comme je dis, voilà, on est à la fin un peu du cycle, là, on est en credential access, mais en soi, c'est itératif, donc on va peut-être potentiellement revenir sur des phases de persistance, de mouvements latéraux et autres. C'est juste des techniques. En fait, le credential access, ça pourrait être limite, moi je dirais, la phase 2, en fait, tu pourrais avoir initial access. Initial access, par exemple, compromission d'une vulnérabilité web sur une fonction lambda. Et la phase 2, c'est directement credential access, on accède à des credentials de la fonction lambda, et puis on persiste après avec ces credentials-là. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le chemin vers la persistance, ces éléments-là, puisque c'est là le point de bascule entre on a compromis une fonction lambda à on vient de compromettre l'ensemble du périmètre cible ou l'ensemble des systèmes qui sont là, dont on a basculé de un à l'autre. Puis effectivement, c'est une étape cruciale, mais c'est une étape qui donne accès à beaucoup de choses. C'est ça, exactement. Donc, l'autre chose dont on va parler, c'est ce qu'on appelle dans AWS les user data. Les user data, c'est quand tu lances une VM, c'est pour les VM, hein. Quand tu lances une VM, en fait, une instance finalement, tu utilises souvent, tu as envie de configurer ta VM à chaque fois qu'elle va se lancer, à chaque fois qu'elle va booter, en fin de compte, tu as envie de mettre une configuration bien précise. Souvent, ça va être des clés d'API, peut-être, ou des configurations bien précises. Ce qu'on peut voir, c'est des clés d'API, c'est intéressant, parce qu'on va accéder à une API précise peut-être. Ce qu'on voit aussi dans ces user data, c'est qu'en général, l'instance EC2 va l'utiliser pour lancer des commandes dès qu'elle boot, avec les droits root c'est un Linux ou NT Authority System si c'est un Windows. Et en fait, à un moment donné, quand on est en mesure de lire ces user data, en fait, on va voir les configurations qui sont lancées au boot. Et potentiellement, il peut y avoir des credentials qui sont dedans. Comme je dis, souvent, quand même, j'ai vu une fois, par exemple, des clés d'API, mais c'était quand même vachement intéressant, parce qu'en fin de compte, en fait, la clé d'API permettait à l'instance EC2 d'aller request l'API, et en fait, la clé d'API avait énormément de droits, en fin de compte, sur l'API. User delete, création de mot de passe, reset de mot de passe. Donc, en fin de compte, c'était super intéressant, parce que c'était un credentials en soi, c'est une clé d'API, mais en soi, c'était pas un credential style username mot de passe ou alors une clé privée parce que par exemple dans une user data, sur une instance EC2, on peut très bien aller mettre une clé privée, tu vois, et dire tu mets cette clé privée là dans mon fichier SSH par exemple, ou peu importe, tu vois. Donc tu peux faire des choses comme ça, c'est pas bien évidemment, mais le truc qu'on voit le plus en général, c'est des clés d'API, puis tu as accès à une API, puis après, ok, quel droit t'as avec cette clé d'API que tu as retrouvée dans les user data, par exemple. Ça, c'est un peu l'exemple que j'ai déjà vu par le passé. Oui, mais c'est ça, revient toujours au fait que de faire le tour du périmètre, puis là, en Cred Access, c'est justement de faire le tour du périmètre pour trouver ces 10 éléments-là, puis de voir, comme là, tu mentionnais un cas d'un API qui était configuré trop largement. Donc, c'est toujours cette réflexion-là d'assurer le juste privilège et de réduire tous ces éléments-là, tous ces chemins potentiels-là pour réussir à abuser des accès. Là. Parce qu'en soi, c'est pas, l'user data est utilisé correctement en soi, c'est pour configurer quelque chose.
Après, bon, ce qui est une clé d'API, c'est pas top, mais après, c'est les droits que va avoir l'API derrière, tu vois. Potentiellement, t'as accès à d'autres trucs plus intéressants ou autres. Mais voilà. On a parlé un peu de KMS dans GCP et Secrets Manager, c'est la même chose hein, dans AWS, la même logique. KMS, tu stockes tes clés, tu peux pas lire et accéder à tes clés privées. Et Secrets Manager, tu stockes tes secrets, des strings, des binary blobs, voilà. Même logique, rien de très très intéressant. Vous savez ce qui est intéressant dans AWS, je dirais à target pour un attaquant, ce serait SSM, c'est AWS System Manager. En général, quand tu utilises en fait comme ça, le but du System Manager, en gros, c'est de pouvoir gérer en fait tes instances ou des VM à distance et de pouvoir en fait exécuter des commandes, faire des actions à distance. Donc forcément, qui dit exécution à distance dit agent et il dit qu'il y a un agent qui s'appelle le SSM agent qui est déployé en fin de compte sur ces instances-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as un agent SSM qui est déployé sur une instance AWS, bah, tu peux aller exécuter des commandes en tant que l'agent. Et donc, si tu exécutes des commandes en tant que l'agent, bah, techniquement, ça équivaut à avoir un accès en fait à la VM. Donc là, c'est un peu des choses très classiques. Tu peux aller chercher les access tokens de la VM, tout simplement. Par exemple, la VM, elle a des access tokens bien précis, elle a un rôle bien précis. Tu vas chercher son rôle et son access token à la VM EC2 ou l'instance EC2. Tu peux aller exécuter des commandes qui n'auront rien à voir, faire de la reconnaissance vraiment locale sur le poste. Tu peux aller dumper le processus LSAS, par exemple, directement sur la VM depuis l'agent SSM. Alors, tu peux faire plein de trucs après, c'est juste l'imagination. Après, ça reste des techniques de credential access classiques sur un environnement Windows ou Linux en fonction de ce qui est déployé. Mais c'est intéressant de passer par cet agent-là parce que si tu as des droits, peut-être que justement l'exécution de commandes via l'agent SSM va être beaucoup moins flaguée ou peut-être même qu'il y a une autorisation qui est mise sur le Windows et une whitelist qui est mise sur le agent SSM pour qu'il puisse exécuter un peu tout et que ça va pas être flagué par ton EDR et par son AV. Tu vois. Donc ça peut être intéressant d'utiliser l'agent directement qui est déployé sur ton Windows ou ton Linux pour genre dumper un processus LSAS ou pour aller dumper des cookies par exemple, des choses comme ça. Ouais, ben c'est ce qui est un peu mal maîtrisé par les gens, c'est à quel point il y a des agents qui sont déployés sur les VM et ceux-ci, ben incidemment, vont ouvrir le chemin à beaucoup d'autres choses. C'est exactement ça. Puis c'est intéressant pour un attaquant parce que quand tu fais du SSM agent, tu vois, quand tu as les permissions, mais si tu es arrivé, imaginons, en fait, ce SSM agent, l'avantage, c'est que à la fois, il faut qu'il y ait une bonne détection dans le cloud pour l'exécution du code de la commande SSM agent. C'est AWS SSM send command, tu vois. Donc, il faut déjà une bonne détection au niveau cloud. Et ensuite, il faut que sur ton endpoint aussi, ton endpoint qui est une instance EC2, une VM, mais il faut quand même aussi que tu aies de la détection ici et un agent qui va tourner pour du monitoring. Donc, c'est intéressant parce que tu as les deux niveaux qui peuvent potentiellement créer du gap, tu vois. Et potentiellement, peut-être que tu vas détecter la commande où tu fais un gros mimikatz de cochon, genre pas du tout steals, pour dumper ton LSAS, tu vas le détecter sur ta VM, ouais. Mais peut-être que tu n'as aucun TT-log ou tu n'as pas de détection qui est levée au moment de l'exécution de la commande dans AWS. Donc c'est ça aussi, il faut savoir que tu devras mettre deux détections à deux niveaux différents. C'est intéressant. L'autre... il y a encore deux, trois services là dont je parle dans AWS. Un autre service, c'est Lightsail. Lightsail dans AWS, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est un des premiers services qu'ils ont dû lancer. C'est le service de VPS en fait, Virtual Private Server. Enfin, c'est vraiment des VPS. Donc, comme quand tu lances un VPS dans un autre cloud provider, Lightsail, ça sert à ça. Et Lightsail, en fin de compte, ce qui se passe en fait, c'est que ça va lancer des instances qui vont utiliser forcément aussi des secrets et des access keys. Donc là, tu sais, c'est un peu du répétitif finalement, parce que tu te rends compte, ça reste la même logique. C'est de la réutilisation de features qui sont faits, mais de manière automatisée. Lightsail, c'est vraiment du EC2, mais automatisé. Et du coup, il y a une permission qui s'appelle Lightsail Download Default Keeper, donc assez permission assez parlante. Et la permission, par contre, va te permettre d'aller récupérer en fait les clés SSH cette fois-ci de l'instance. Mais il y a deux trucs, puisque c'est une instance, donc à la fois tu peux aller récupérer des clés SSH de l'instance. Imaginons que tu aies utilisé un Lightsail pour déployer, je sais pas, un Windows Server ou un Linux, tu vas pouvoir, via cette commande-là, récupérer tes clés SSH, via si tu as la permission évidemment. Mais tu vas aussi pouvoir éventuellement, une fois que tu
t'as sur ton Lightsail, ça reste une VM comme une autre en fait. C'est du VBS, donc potentiellement elle a aussi accès à la metadata API et tu pourras potentiellement aussi récupérer quelque chose ou aller récupérer un rôle ou une permission via cette API. Mais ça reste une logique très similaire, je dirais, du SSM Agent et du EC2. On est sur la même logique. En fait, on est sur de la VM avec, entre guillemets, des noms de services différents. C'est juste que, j'en parle pourquoi? Parce que dans AWS, dans le cloud en général, tout est lié à des permissions, tout est lié à de l'IAM, tu vois. Donc, il suffit que tu n'aies pas de permission sur SSM ou sur EC2, mais que tu aies des permissions sur du Lightsail. Bah, tu sais, il faut savoir que Lightsail, tu peux potentiellement l'utiliser à des fins malveillantes, dans un cadre éthique, hein, je rappelle, évidemment, toujours. Et on est dans un cadre, c'est sûr que on est permis à faire ce genre de choses-là quand on fait des choses éthiques. Là. On est autorisé. Exactement. Le restant, c'est directement en prison. Là. Le deux derniers points qui je pense sont intéressants, il y en a un qui est peu connu. C'est une commande en fin de compte sur les instances pour le service EC2 de AWS. Alors la commande est pareil, hein, la commande, elle dit ce qu'elle fait. La commande s'appelle get password data. Bon, jusque là, je pense que tu l'appelles via le service EC2, donc c'est AWS EC2 get password data. Mais ça fonctionne uniquement sur des instances Windows. Et en fait, qu'est-ce que ça fait, en fait, cette commande-là? C'est que la commande, donc imaginons que tu es à AWS EC2, je sais pas moi, uniquement cette permission-là, ou étoile sur toutes les permissions, un wildcard, bon, c'est pas bien. Il y aura plein d'autres choses à, si c'est un wildcard, il y aura plein d'autres choses à faire que ça, hein, tu vas directement te connecter sur AVM, ce sera plus rapide. Mais tu peux, via cette commande, en fait, retrouver, en fait, ce qu'ils appellent le password data, donc en fait, le mot de passe, hein, qui est associé à ton instance EC2. Comment ça se passe en fin de compte, et uniquement pour les systèmes Windows? C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu bootes un EC2 dans AWS, tu as la possibilité de faire du RDP et de créer un compte, en fin de compte, genre by default. Soit tu le nommes administrateur, mais en fin de compte, c'est un compte qui a des droits d'administration locale. Et quand tu effectues en fin de compte cette commande, bah, en fait, tu vas récupérer tout simplement le mot de passe RDP en fin de compte de la machine Windows. Donc ça marche que pour les machines Windows, hein. Ça marche pas pour les Linux, cette commande-là. Mais c'est une commande intéressante. C'est une commande, par exemple, c'est un cas de figure, par exemple, nous, quand on fait des scénarios, des use cases de Purple Team chez des clients dans le cloud et dans AWS, qu'on joue justement, et qu'on leur dit, bah, ok, est-ce que vous avez flag quelque chose? Est-ce que vous avez un monitoring qui vous a dit que, par exemple, on a fait un EC2 list, qu'on a listé tous les EC2, ensuite qu'on a fait un EC2, genre, je sais pas, describe pour décrire la VM, puis après qu'on a fait un get password data, qu'on a récupéré, par exemple, pour telle instance, des mots de passe. Et tu sais, genre, en général, il n'y a pas de corrélation. On se rend compte que, ouais, ils ont peut-être flagué le get password, et encore, souvent, on se rend compte que non, tu vois. Donc, c'est intéressant. Les choses évidemment, quand je parle des points d'attaque, c'est aussi des points de défense, des points, tu sais, à look, un peu à regarder, quoi. C'est de se dire, est-ce qu'on a une détection? Si on fait ça, est-ce qu'on a une alerte qui va être levée et un monitoring sur ce type de call, d'API? Le dernier des services un petit peu, c'est AWS Code Build. AWS Code Build, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est pour builder du code dans AWS avec des Docker notamment. C'est une technique là dans AWS Code Build qui est vraiment du man in the middle. Donc c'est qu'on va se mettre en fin de compte au milieu on va se mettre vraiment dans le build du code finalement, dans le Docker, pour récupérer en fait des credentials. Il y a deux techniques. Il y a une technique où en fait on va tout simplement déployer en fait une image Docker malveillante. C'est une technique qui fonctionne toujours. Et il y avait une technique existante qui était via des protocoles HTTP, mais qui depuis 2023 a été patch par AWS et qui fonctionne plus. Genre on utilisait genre des endpoints ngrok par exemple vers l'externe, mais on en parlera parce que c'est une technique qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on utilise AWS Code Build, parfois et souvent, on va utiliser même, par exemple, du GitHub. On va utiliser une authentification à GitHub pour aller builder du code ou pour aller récupérer notre code. Et donc, potentiellement, ce qu'on va être intéressé à faire, c'est soit récupérer le token GitHub, en fait, soit récupérer un token OAuth ou un token ou autre de notre build. Donc, en général, on va prendre l'exemple du token GitHub.
à un moment donné, en fin de compte, où on va lancer notre code build, on va appeler notre image Docker, et l'idée en tant qu'attaquant, c'est d'aller utiliser justement une image Docker malveillante. Il y en a une qui est disponible sur Internet qui s'appelle Docker dash man in the middle, bon, qui est fait par Carlos Polop, c'est notamment celui qui administre, qui gère le site Actrix, pour ceux qui connaissent, qui est un très bon site avec des bonnes références. Et en fait, pour ce faire, on va créer un nouveau projet code build, et on va changer, en fait, entre guillemets, l'environnement du projet. Donc, on va définir l'image Docker différente. On va définir une nouvelle image Docker qui est malicieuse, qui est notre image, justement, malveillante. Et en fait, l'image Docker, elle est très basique, mais en fait, elle va définir des variables d'environnement, et 3 variables d'environnement précises. Elle va définir HTTPS proxy, HTTP proxy et SSL cert file. Les 3, en fin de compte, sont les 2 premières, HTTPS proxy, HTTP proxy, c'est quand tu définis en fin de compte l'utilisation d'un proxy web pour un environnement Linux. Tu définis en clair toutes tes requêtes web, elles vont d'abord passer par ici avant d'aller ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est un proxy web. Et l'autre, c'est pour la localisation du certificat SSL. Et en fait, ça va permettre d'intercepter en fait la majeure partie du trafic de l'autre. En fin de compte, quand tu vas lancer ton Docker, il va déployer ton image malveillante, et en fait, ton code build, à chaque fois qu'il va être appelé, il va passer par ton proxy HTTPS et HTTP malveillant. Et toi, en fait, compte de ton côté, tu as juste à monitorer en fin de compte ton proxy pour en fait capturer en fait les credentials. Et les credentials en fin de compte vont être envoyés dans un header classique, ce qu'on appelle un authorization header, dans lequel tu auras le token. Ça peut être intéressant parce qu'on se rend compte que ça crée un espèce de lien entre ton environnement AWS et potentiellement un token GitHub. D'où, quand tu crées un token dans GitHub, dans Developer Settings, là, quand tu vas créer tes tokens, la nécessité de créer des tokens avec une granularité très précise sur les droits. Parce que dans GitHub, tu peux vraiment avoir une granularité hyper précise sur les droits de ton token, pour vraiment que ton token il ait accès seulement à un seul projet, un seul repo, qui puisse faire uniquement, je sais pas moi, que des commits ou que des push, ou je sais pas de delete, faire des choses hyper précises pour que ton token il soit justement le plus granulaire vraiment possible. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu plus avancé. C'est un peu plus sensible aussi parce que tu vas aller jouer potentiellement avec un projet de code entier. C'est un peu comme ton pipeline, donc ça peut être un peu compliqué à mettre en place, mais c'est une bonne preuve de concept, je pense, à mettre en place, c'est à définir des mesures de détection justement à ce niveau-là pour aller flyer justement potentiellement le déploiement d'une image Docker malicieuse dans ton AWS code build. C'est à peu près ça pour AWS et GCP. Évidemment, je dirais qu'il y a des techniques intéressantes qu'on peut mettre en place peut-être pour la défense. Donc, on a parlé un peu plusieurs fois là de mettre en place d'améliorer la détection sur certains points. De toute façon, tous les points qu'on a nommés, je pense, c'est des points sur lesquels on peut mettre en place de la détection justement, et c'est des points à travailler sur notre est-ce qu'on détecte, est-ce qu'on voit, en combien de temps, comment ça va se passer s'il se passe quelque chose de malveillant demain. Via ces manières-là. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans le cloud, en termes de défense, après, c'est une défense qui, entre guillemets, peut être très proactive, mais peut être aussi comme réactive, c'est de déployer ce qu'on appelle des ONE tokens. ONE token ou ONE service account dans GCP ou ONE access key dans AWS. C'est le fait de créer de faux credentials, de faux access tokens, de faux access key, de faux service account. Et que si jamais ils sont utilisés, on sait que potentiellement c'est quelque chose de malveillant, parce que les access tokens, clairement, ou ces service accounts, ils servent à rien. Derrière, on le sait, nous, on les a créés, ils ne servent à rien. Donc si quelqu'un les utilise, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être du réactif, un acteur malveillant dans l'environnement qu'utilise ou qui a eu accès à ces access tokens. Ça peut être aussi du préventif, je disais ça, parce qu'on peut aussi potentiellement se décider d'exposer ces access tokens, ces ONE access tokens, ces faux ou ces ONE service account, en se disant on va les exposer, donner des droits IAM et des permissions très distinctes et très définies, et bien maîtriser ça et créer par exemple vraiment un compte AWS Honeypot en fait, ou un compte GCP Honeypot pour analyser un peu quelles sont les techniques utilisées par un attaquant, quelles sont les commandes qu'il va lancer, pour derrière se dire dans notre propre environnement AWS ou GCP de prod, on va implémenter de la détection par rapport à ces comportements, tu vois. Donc ça peut être des choses qui sont intéressantes à implémenter. C'est vraiment
ouais, du threat detection engine, un métier de threat detection, quoi. Mieux contrôler, mieux comprendre son environnement également. Là. Ça nous permet justement de voir comment celui-ci est attaqué et justement où sont les manœuvres qui sont propices à mettre en cause notre environnement. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant et c'est des choses que je vois encore vraiment rarement, notamment quand on fait du purple team dans les environnements cloud. C'est ces histoires de honey token, de faux users, de faux services à compte. On le voit dans les environnements de premise, tu sais, on le voit des faux mots de passe dans des shares et puis si le mot de passe est utilisé ou si le compte est utilisé, bah c'est que on sait forcément que c'est malveillant parce que le compte ne sert à rien et que il est juste là pour c'est un piège, quoi. Donc on le voit ça pas mal dans les environnements de premise, mais on le voit pas encore, je trouve, assez dans le cloud. Et c'est vraiment intéressant. On peut le faire en très préventif, en faisant vraiment de l'analyse de la menace, comment ils vont se déployer, qu'est-ce qu'ils vont utiliser dans un environnement cloud et mettre en place la détection dans notre propre environnement de production. Mais on peut aussi le mettre en réactif pur, vraiment dans notre environnement. Et puis prier pour que ce soit utilisé. Puis le jour où on fait une alerte qu'il est utilisé, on se dit oh qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Tout à fait, très intéressant et très utile. Exactement. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près le tour, je dirais, pour AWS GCP. On était plus sur vraiment du ciblage, je dirais, de services spécifiques cloud et puis un peu de choses locales. Mais je trouve ça quand même vachement intéressant, à savoir que, comme on l'a toujours dit, comme on le répétera toujours, toutes ces techniques de credential access, comme pour la persistance, le mouvement latéral et l'exfiltration, peu importe, dépendent des permissions IAM qu'on a et des rôles qu'on a. Si demain on me donne un utilisateur AWS avec 0 permission, tout ça ne sera pas possible, évidemment. C'est parce qu'on a été en mesure d'abuser des privilèges ou des tokens au haut avec des scopes définis et des permissions définies. Donc c'est important de le dire parce que faut pas non plus, partir sur des choses fantastiques comme quoi on peut accéder à plein de credentials dans AWS. Non, on peut en ayant les permissions et en comprenant les chemins d'exploitation possibles et les services, en fait. Ouais. Mais c'est des choses qu'on voit comme dit in the wild, c'est des choses qu'on voit qui se passent vraiment dans la nature, quoi. Oui, puis il y a plusieurs mauvaises pratiques qui existent encore. Là. C'est sûr que il n'y a pas de magie dans ce que tu as exposé, mais ça met quand même en lumière un peu les lacunes dans lesquelles les organisations vivent encore. On l'a vu dernièrement que même Microsoft s'est fait avoir par des trucs un peu de cette nature-là, des chemins un peu plus obscurs, des moins empruntés, qui justement amènent à des attaques plus sophistiquées. Puis comme tu le mentionnais en entrée de jeu, c'est malheureux un peu plus dans GCP que AWS. Il y a peu de recherche qui est faite. Donc, c'est sûr qu'il y a des chemins obscurs qui sont utilisés, qui existent, mais il n'y a personne qui s'y est intéressé, en tout cas du moins dans la recherche ouverte et publique, sur comment on peut utiliser ces chemins un peu moins bien maîtrisés qui peuvent mener à des éléments aussi graves que ce que Microsoft a connu dernièrement, notamment. Même faire une revue, tu sais, on en parlait tout à l'heure dans le podcast, même faire une revue des permissions, de ce qui est raconté un peu sur la documentation GCP. Ouais. On n'est pas censé trust entre guillemets du début à la fin une documentation. Les documentations en plus claires, on se rend compte que c'est des environnements qui bougent énormément, très vite, toutes les semaines il y a de nouvelles features ou autres. Potentiellement ça ouvre des nouvelles choses, potentiellement les permissions sont plus les mêmes, la doc est plus à jour au bout de quelques heures en fait qu'on la met en ligne. Donc on se rend compte que c'est ça aussi où entre guillemets on a un enjeu, c'est de se dire on a apparemment des permissions, des rôles qui permettent de faire des choses qui sont décrites dans la documentation, mais est-ce que réellement c'est limité à ça? Est-ce que réellement on peut pas aller plus loin? Et t'en parlais là dans Azure et pour Entra ID, Azure AD avant, c'est vraiment l'idée c'est la compromission qu'a subi Microsoft en fin de compte, ils ont mis en place un modèle de airbag dans Azure AD Entra ID et puis dans Azure RM qui est correct, mais toute la partie un peu MS Graph API, donc l'API MS Graph, il y a un peu comme pas passé en dessous, mais genre moins flagué, moins détecté, moins regardé, et en fin de compte c'est par là que sont passés les gars pour abuser de Microsoft et pour les compromettre sur le dernier incident. Donc je pense qu'on en reparlera, ce sera l'occasion de faire un podcast sur les abus de l'API MS Graph. C'est super intéressant, mais c'est vraiment un sujet en soi, vraiment. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui les sujets, dans Azure t'as ça,
Et puis, tu as grosse partie dans le GCP aussi justement d'aller challenger cette documentation, de mettre un peu de recherche, temps de recherche en sécurité, pour se dire, bah tiens, si on trouvait, nous, des chemins potentiellement d'exploitation ou des chemins d'élévation de privilèges intéressants ou des potentialités d'exploitation dans le GCP, avant que real bad guys, que les vrais méchants le trouvent, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Ben, excellent, je te remercie énormément. C'est encore très éclairant ces éléments-là, même si dans le cas de GCP et AWS, c'est un peu moins riche parce que la recherche n'est pas encore au même niveau. Mais au moins, on voit qu'il y a quand même des chemins qui devront être surveillés par les Blue Teams, justement, pour se prémunir contre ces différents éléments. Parfait, merci à toi.